Il y a de nombreux jeunes engagés avec nous ce matin et pourtant, lorsqu'on regarde la participation électorale, l'adhésion aux partis politiques ou encore aux organisations syndicales, on l'a vu, l'implication même dans les activités bénévoles, pour chacun de ces marqueurs traditionnels de l'engagement, eh bien, les jeunes apparaissent sensiblement en retrait par rapport au reste de la population. Un chiffre, 70% des 18-25 ans, eh bien, pour eux, il s'agit d'un phénomène de crise de confiance. Alors, s'engager soi-même, c'est aussi bien sûr éclairer le chemin des autres, les mettre en confiance, les inciter à s'engager. S'engager soi-même, puis engager les autres, c'est l'objet de la prochaine discussion. Elle est modérée par Christophe Barbier de l'Express, que j'invite à me rejoindre. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais demander aux participants à cette table ronde de nous rejoindre. Je vois que Madame Makomal Kala est déjà en route, Monsieur Courtois et le président de la région des Açores. Mais pendant qu'il s'installe, je vais aussi demander à Maude Fontenoy de nous rejoindre. Elle doit intervenir dans la table ronde suivante. Mais comme on a quelques problèmes de temps, nous allons déjà recueillir son témoignage. Allez-y, installez-vous comme vous le souhaitez. Maude va s'asseoir ici à ma gauche, et nous allons d'abord recueillir son propre témoignage. Installez-vous. Voilà, Maude, un micro. Oui, alors Maude, qui devait intervenir sur la table suivante, est très connue pour ses activités d'abord de navigatrice, avoir traversé les océans, notamment à la rame, mais aussi pour son combat écologique à la découverte de ces océans, faire partager cette découverte à travers des activités médiatiques et ses propres activités intellectuelles, mais aussi une fondation. Alors, comment passe-t-on du constat à l'engagement, au combat écologique ? Comment d'ailleurs se passe le constat, la découverte du problème écologique quand on aborde la nature avec un esprit d'aventurière et qu'on se confronte à la réalité de l'état des océans ? Je suis très heureuse naturellement d'être avec vous et je veux vous dire que l'engagement, ça rend aussi heureux. Enfin, je veux dire, il y a aussi, ça vous donne un sens déjà à votre existence et puis ça vous donne beaucoup d'énergie. En tous les cas, moi je la ressens. Et tout à l'heure, je vais dans une école. Enfin, parler avec les autres et échanger apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Sur le constat, c'est vrai que quand on a la chance de parcourir les océans, que ça soit à la voile, à la rame, d'être très très proche de la surface des océans, d'être à 20 cm de la surface de l'eau et à la fois de voir ce que l'on peut appeler le continent de déchets, mais ça c'est surtout le stigmate de la vie de nos sociétés. En Europe, il y a par exemple 27 millions de tonnes de plastique qui sont fabriquées chaque année. Sur ces 27 millions de tonnes, il y a seulement un tiers qui va être recyclé. La plupart du reste va dans des décharges à ciel ouvert et souvent rejoint l'océan. Et aujourd'hui, c'est près de 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer. Et ça, malheureusement, il faut bien comprendre que ça revient à un moment donné dans nos assiettes. Donc quand on aura compris vraiment que l'urgence, elle n'est pas loin de nous, elle n'est pas déconnectée à notre quotidien. On parle de l'oxygène que l'on respire, on parle de la nourriture que l'on mange, qui aujourd'hui, malheureusement, a intégré dans sa matrice même des microparticules de plastique. Quand on comprendra que quand on est face à la mer, on est face à une immense bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle est remplie de livres. Et ces livres, on ne saurait pas les lire. On sait qu'en les prenant, ils brûlent et on fait un peu d'énergie. Mais qu'ils peuvent nous offrir bien plus. Et quand on comprend qu'en réalité, partout, ce sont des solutions pour notre avenir, je pense qu'on comprendra que c'est presque par égoïsme actuellement qu'il va falloir s'engager pour la préservation de ce milieu naturel. Et comment faire alors vous avez créé une fondation, mais cette fondation, c'est une fondation directement écologique ou c'est une fondation qui, par d'autres actions, veut amener les jeunes à s'engager ? Moi, mon combat, c'est l'éducation. Parce que je pense que c'est la clé du changement. Ça passera par l'éducation. Donc, comment toucher le plus grand nombre et à un âge où ils sont très réceptifs à ces enjeux-là? Comment est-ce qu'on va former les futurs chefs d'entreprise, les futurs consommateurs, enfin les futurs acteurs, en leur apportant de la connaissance, en leur apportant vraiment des billes, du savoir. Et ils sont passionnés, éponges, attentifs. Vous voyez, quand on parle juste du requin, on se dit, bon, le requin, ça me fait peur. Quand on dit que le requin a une peau alvéolaire assez particulière avec des denticules qui, chère Florentine, va permettre demain de créer un revêtement qui va recouvrir nos salles d'hôpitaux parce qu'il empêche l'adhérence des bactéries et que grâce à ce nouveau matériau, on va pouvoir éviter la prolifération des maladies nosocomiales, on se dit que ce requin que l'on massacre, puisqu'il y a 120 millions de requins qui sont tués chaque année juste pour leurs ailerons,
et bien que ce requin, c'est une solution très concrète pour la survie de chacun d'entre nous. Vous voyez, quand on apporte cette connaissance-là, je peux vous dire qu'on fait naître une énergie, un enthousiasme dans cette jeunesse qui a envie du coup de se mobiliser, non pas, moi je suis pas très pour la fin du monde et tout ça, mais au contraire pour créer ce monde de demain qui saura répondre à ces enjeux. Merci beaucoup Maude, merci de ce témoignage volé au passage et merci beaucoup de cette présence. Voilà, c'était un petit avant-goût de la table ronde suivante sur l'engagement et sur le partage. Nous allons maintenant parler avec nos invités. Je vais commencer par vous, Madame Lekalakala. Je crois qu'on va parler anglais. We'll speak English? Yes, thank you. How did you go in your first fight? How did you engage your first fight against apartheid when you were young? The material conditions that I lived under dictated that all of us who lived at that particular era in the 80s, 90s, as teenagers, as young people, that we become part of the fight for the injustices that were inflicted on us, and also that we wanted to have a brighter future. And that is the basis of my commitment to rebuild, to regenerate, to conserve. For life on earth to continue. And life on earth to continue, at the center of that is sustainable development, and I'm committed towards environmental justice. At the center of the challenges that we're facing today, it's climate change as a threat that is upon all of us. And that means that all of us, we need to be part of a journey. We need to be part, we need to contribute towards a revolution, a positive revolution towards a new life on earth. And in that way, you can't do it alone. You have to be with other people. And the more the people are experiencing the negative impacts currently of climate change, runaway climate change, climate-induced natural disasters, it says that none of us would be spared. We have to act. New technologies have to come in. That is alternative ways of doing things today, and that's what drives me. What drives me is for us to be able to have life on earth. But the unfortunate situation that we're facing is that those that are a collective, that we are part of ensuring that there's regeneration, that ensuring that life continues on earth, we are under threat. And this is the threat we faced during apartheid. Then when you stood up to power, you are vulnerable, you either are maimed or killed. And today we find that at this juncture, almost 4 or 5 people who are environmental justice activists, human rights defenders the world over face a bleak situation that tomorrow you may not wake up, though we are laying our lives towards regeneration, towards a better life for all. But in your country, there are a lot of problems with a high degree of emergency, economical ones, political ones. How can people engage for an ecological commitment with all these other problems in their life, in their daily life? The issue of climate change links to our everyday struggles. If you are faced with the problem of not having food on a daily basis, with the problem of not having access to water, with the problem of not really being able to be active economically, all these issues are linked with the negative impacts of climate change. People are responding to their everyday needs. When a mining company comes and wants to mine in people, environments, people, territories, people's lands, people would always rise up to say, this is our area, it has got to do everything with our livelihoods. And so people would be involved in ensuring that they protect their livelihoods, and in that way, they also are participating, they are contributing to ensuring that we don't experience runaway climate change because of mining in their areas. Thank you very much.
President Cordero, in your small but wonderful part of Portugal, how can you engage all the people in the debate, in the new democracy to build, to manage an ecological fight? Well, over fights, over commitments. First of all, thank you for having me. I think the answer to your question first is based on education. This is already stressed here. Education is the key for this kind of commitment. For young people realizing that the future, not only in ecological terms, environmental terms, but a sustainability that goes from environment to economics to social sustainability, it's about them. So education is the key. Politically, to get people committed, there are 2 or 3 ideas that I think are of the utmost importance. First of all, you have to relate with daily needs, people's daily needs. If you want to discuss climate change, the health of the oceans, you have to relate this much broader goal with everyday life of people that are affected by this kind of issues. And sometimes you have surprises. In the Azores, for example, we have one with one of the smallest islands, Corvo Island, 400 people living there. They decided by themselves to create a natural reserve preserving fisheries. It's not imposed, it's not about regulation, it's not about law, it's about they have decided between them that we won't fish here, we won't catch fish here. So to achieve this kind of behavior, you have to demonstrate that this affects everyday lives of people. Third, transparency. I think it's one of the most important issues to achieve political engagement or to feel people committed. If you want to have people interested in the decisions that affect their lives, you have to make them aware, once again, that this is about their common lives, their everyday life. So transparency in this kind of issue is, I think, of the utmost importance. So education, giving people the clear notion that we are discussing about things that relate with everyday lives, and transparency, I think those are the 3 main assets. But with perfect transparency, is it possible for elected people to decide? And to be efficient, real efficient, because everybody will agree or disagree. And what will you do? You, President, you will try to be nice with a part of the people, everybody, and you will not decide anymore with strong and clear decisions. Well, that's a strong temptation, let me tell you. But the question is not about pleasing. It's about explaining, because let me put it this way. You don't have to agree. You can have, at least from my point of view, you must have, if you're in government, leading a government, sometimes you have to decide in such a way that is not exactly popular. But your responsibility is not only to decide what you think is best according to the information you have, but your responsibility to explain to people why are you deciding that way, with facts, with what is your perspective, what you think you will achieve with that decision. So if you do it this way, at least the hope I have is that you can have people understand. Have people understand why you are deciding that way. This strengthens confidence about politics and political institutions.
The confidence in political institutions is not achieved designing in the most popular way. The confidence in political institutions is achieved by transparency, by explaining why are you deciding that way, even if it's not the most popular decision you can take. But you need time to explain. And do you have time? I am fortunate. I live in a region that has 245,000 people. In 9 islands, correct, but it's a small region. But today you have plenty of resources to inform and to explain. In our case, let me give you an example what we are doing in the Azorian government. We have established this year that all the decrees, laws, previously to be subjected to approval in a cabinet meeting, they are public. And they are put for people, anyone that goes online, they have the possibility to say, I don't think you're right, you're wrong, you're not deciding the best way. Look, those are the data that demonstrate you're not right. But this kind of engagement, this kind of possibility, it's important because people, they see that previously to a decision, they have the opportunity to have a voice. Jean-Philippe Courtois, on va remonter le temps de quelques jours. Vous m'avez raconté que vendredi dernier, vous avez connu une journée un peu exceptionnelle. Décrivez-la nous parce qu'elle est assez emblématique de ce que c'est que la mécanique de l'engagement. Oui, vendredi dernier, Live for Good a tenu sa première journée d'innovation sociale ou sociétale. En fait, Live for Good est une association, en quelques mots, que j'ai créée il y a 4 ans avec ma famille et qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social, mais aussi d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Donc on a rassemblé cette communauté engagée, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs sociaux qui sont en train de transformer le monde avec des innovations, produits, services qui impactent un petit peu ces différents enjeux dont on parlait ce matin. On avait des coachs, on les appelle les Coach for Good, qui sont des personnes qui viennent d'entreprises, d'organisations sociales, qui ont envie de donner du temps de développement pendant 1 an à ces jeunes pour qu'ils développent leur projet d'entreprise sociale. On avait des entreprises, on les avait même baptisées Corporate for Good, ces entreprises qui souhaitent avoir un impact réel, positif, marqué dans leur innovation aussi. On les a tous rassemblés. Et donc, en fin de compte, vous aviez là un gisement d'innovation, je pense, très intéressante, qui touche aussi bien la déplastification au recyclage du plastique, qui touche aussi bien à l'inclusion sociale de sans-abri, qui touche également à la création d'emplois solidaires dans des quartiers, qui touche au recyclage de lunettes. Je vois pas mal de gens qui ont des lunettes comme moi dans la salle et qui ont plein de lunettes à recycler, à donner à des gens qui ne peuvent pas en acheter, qui touche à 1000 et autres sujets qui sont là, en fait, maintenant l'objet de véritables entreprises, qu'on appelle des social business, au sens où l'entendait Mohamed Younous, donc qui ont un modèle économique viable. Ils ont des clients, ils font du chiffre d'affaires, ils ont des bénéficiaires, mais par contre, ils mesurent le succès d'une manière extrêmement précise. C'est l'impact sociétal. Donc ce n'est pas le profit généré en tant que tel, c'est la manière dont ils vont impacter le monde positivement sur chacun de ces enjeux. Donc voilà ce qu'on montrait, et c'était à la fois extrêmement motivant, réjouissant, de voir la connexion de tous ces acteurs engagés, ce que j'appellerais un petit peu des leaders positifs finalement. Qu'est-ce qu'elle donne, cette connexion? Ils font du business ensemble, ils échangent des méthodes, ils se réunissent ensuite. Alors qu'est-ce que ça donne? D'abord, ça donne la création d'entreprises. C'est-à-dire qu'on a aidé depuis 4 ans plus de 1000 jeunes. On a suivi de manière très approfondie 151 entrepreneurs qui ont créé leur entreprise sociale. Donc il n'y avait rien. C'est des jeunes de moins de 30 ans qui viennent de tous environnements. C'est aussi bien des diplômés que des jeunes issus de quartiers, que des jeunes avec un handicap, que des jeunes qui ont décroché au plan scolaire. Ça, ce qui nous intéresse, c'est une communauté extrêmement diverse et pas monolithique. On les embarque dans un programme de 12 mois. 3 mois sur un superbe campus où on leur échange, on les aide à se développer en termes de posture de leader positif. On leur donne des outils pour créer le canvas, le modèle de développement de leur entreprise, mais eux, ils viennent avec leur passion et ils transforment cette passion, cette idée, dans des produits. Par exemple, une entreprise comme Plastif, elle va dans une entreprise, elle installe son broyeur-extrudeur, tous les déchets plastiques de l'entreprise y vont, et elle les convertit en objets 3D, par des imprimantes 3D, qui sont donnés à des associations de leur choix.
Par exemple, c'est Ruben, qui est issu de quartier, qui a créé qui est en train de créer une micro-franchise solidaire de street food, avec de super hamburgers béninois. Il a créé de la sorte plusieurs triporteurs dans des gares SNCF, qui est un partenaire, et il emploie maintenant des contrats solidaires dans ces quartiers. C'est une jeune fille qui a 18 ans, qui vient juste de créer son entreprise justement de collecte de lunettes aux quatre coins de France, qu'elle recycle, qu'elle revend à des prix très bas pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de belles montures de lunettes et des verres, et voire elle en donne d'autres à d'autres personnes. Il y a comme ça des centaines de vraies entreprises qui émergent, et de ce fait, elles bénéficient aussi évidemment du conseil, d'aide, de ressources, voire de développement de marché avec de grandes entreprises, qui sont des partenaires, et des personnes qui les aident à leur propre développement. Merci. Makoma Lekalakala, how do you speak to young people to engage their commitments or to join yours? I think what is important is to take people along. I think you have expressed that point very clearly, that taking people along on the journey is quite important. One is people have different experiences, and through storytelling, people will tell their stories of what they're experiencing on a daily basis, and they would also imagine a future, what they would want to see happening in the future, so that they are relieved out of the burden or the situations that they find themselves in. So we use mostly popular education, face-to-face, traditional way of speaking to people, but linking their stories to the broader picture of what is happening around them. And in that way, that's when that people are motivated, people are encouraged, and they take action. It's just unfortunate that I come from a country of vast inequalities. There are people who have access to online services that can go on WhatsApp, that can go on internet, but there are those that are not yet there. So it's quite important that you mix the two. So in the urban areas, it becomes a little much easier because you can go online, interact with people online, but in some other areas you are unable to. So in the rural areas, is that traditional face-to-face. Not everyone is at the level of using your internet. But also talking to people, it's not just talking to people, but also relating to the kind of constitutional rights they have, the kind of legislation that protects, and also encouraging them to say, if the Bill of Rights in the country, Section 24 says you've got the right to live in an environment that is not harmful to your being, you have the right to ensure that your right is respected, and you also have an obligation also to ensure that that is not violated. So in a way, people are taken along, they're using their constitutional rights, they are using their, for example, their belief systems. In the belief system, the culture that I come from, ancestors are very important. The people who have lived and who have passed on are very important, and we believe that these people have got powers. And also in the environment that we live in, we have totems. So the totems relate to animals, the totems relate to the plants, to the birds. So these are things that we identify with, so it becomes easier for storytelling, it becomes easier to take people along and using their belief system, using the culture that we have. I wouldn't want to be an ancestor that the next generation would spit on my grave and say, you have left a world or a society or an environment that I can hardly live in. So for me to be respected, that means I have an obligation to ensure that I share or I care for what is around me. And that's how we take people along, using a multifaceted ways of encouraging people to take action, but not forgetting to
to say you need to hold politicians accountable, you need to hold your governments accountable, and that's why we have a climate change litigation case ongoing. That's why we had taken the government to court over the nuclear deals. That's why we have taken the government to court over trying to have a coal mine in a wetland area. So that was citizens' power, citizens' imagining of a future where the environment is not destroyed. So people are taken along based on their belief system, on the kind of conversations that we have, and I would want all of us to actually do that, to hold our governments accountable, to not let politicians, we know that politicians may be different in different continents, but not let politicians be indifferent, because the more they become indifferent, they're creating a society that is indifferent and that breeds corruption. But do you think young people believe anymore in classical democracy? To change the world, or do you think it is the democratic totem is dead? Each and every generation has got its challenges, and from each and every generation we learn different things, and I think this generation has got the energy, this generation has got the power, this generation of young people, we need to listen to them. I think some of us are ashamed by the kind of actions that they are taking now, because whether you call it whatever ism, it may not work. What is important, it's our survival. Whether it's democracy, whether it's capitalism, whether it's socialism, whatever you came up with, but what is important, it's that our rights are not violated, and our need to survive so that we can have the next generation. President Cordero, facing so big problems, do you think the democracy, the classical democracy, is dying? Do the young people will believe anymore in local democracy, national one, European one? Don't we have to build now a global democracy to fight against global warming? Well, I think democracy is the worst of the systems except all the others. So that comes to this. I don't think we have to invent a new system, but this system has challenges. Some old ones, but some new ones, at least in the way they are presented to us these days. If the new technologies, this new age of information, presents greater benefits for all of us, it also represents great challenges about the way the information is spread, the way misinformation is spread. So it's not a question of finding a new system, it's a question of finding new ways to defend democracy. And I don't want to come again to transparency, but I think it's one of the most important issues we can have these days to defend democracy. It's not possible today to have the same kind of power, the exercise of power that perhaps you had some years ago. So you have to deal with this. And sharing information, sharing the way you decide and why you are deciding. I think it's one of the ways, or the best way, to promote this kind of transparency. Secondly, I think the way you address some of the new challenges is one that is the best way, or one of the better ways, to deal with this disbelief of people in democracy, in politicians, in politics. And you have to connect the dots. You have to link the dots between the concerns of people who are concerned about le fond de moi, with the dots of people that are concerned with
the fin du monde. It's not possible to say to a fisherman that strives every day to get food on the table, now you cannot fish because it's important to preserve our resources. You have to find another way. So, if the political institutions, not only governments, because this is not only a responsibility of governments, but if political institutions consider this as a way to address people's needs, daily needs, and trying to solve bigger challenges, I think it's a way to defend democracy also. Jean-Philippe Courtois, on va prendre votre autre casquette, la casquette Microsoft. On l'a entendu, les nouvelles technologies, pour l'engagement de tous et pour la fluidité d'une nouvelle démocratie, c'est peut-être une partie de la solution? En fait, je pense que toute entreprise est confrontée à un engagement qui part d'abord de ses employés et qui ensuite est connecté et rendu possible par une entreprise. Bon, en ce qui nous concerne, ce qu'on essaie tout simplement de faire, c'est d'apporter le meilleur de nos compétences clés, c'est-à-dire c'est de l'innovation technologique, c'est du cloud, c'est l'intelligence artificielle. Avec le meilleur de nos employés, on a plusieurs dizaines de milliers d'employés qui s'engagent sur des projets assez extraordinaires. Et ensuite, troisièmement, d'établir des partenariats avec des parties prenantes qui peuvent être des ONG, des grandes associations, des fondations, qui peuvent être des centres de recherche, qui peuvent être d'autres grandes entreprises. Et on le fait dans 3 domaines. On le fait dans le domaine de l'accessibilité, parce qu'il y a quand même 1 milliard de personnes sur cette terre qui ont des problèmes d'accès limités. Vous voyez avec les zones rurales d'Afrique. Des zones rurales, mais on parle de l'accessibilité aussi en matière de handicap, visuel, sonore, etc. Et donc là, il y a des possibilités extraordinaires qu'offre l'intelligence artificielle de rendre une réalité, j'allais dire, beaucoup plus vivante, augmentée, qui rend la vie de ces personnes bien plus, j'allais dire, impactante dans leur activité économique comme personnelle. C'est également des investissements en matière d'intelligence artificielle, ce qui concerne évidemment l'environnement. C'est un sujet gigantesque. On appelle ça AI for Earth. Donc on a créé un fonds de plus de 150 millions de dollars sur lequel on investit sur des solutions innovantes pour économiser l'énergie, pour économiser également sur le retraitement des plastiques, des déchets, sur la consommation de l'eau, et le faire là encore avec toutes les parties prenantes. Et puis son troisième domaine, c'est ces technologies appliquées aussi aux efforts humanitaires, c'est-à-dire en cas malheureusement de crise qui se répète, de désastres naturels, comment on apporte avec des partenariats nouveaux d'ONG et par la technologie une aide immédiate, rapide et effectivement très efficace à toutes ces personnes. Donc c'est un petit peu la conviction que l'on a, mais qui est vécue en réalité par nos employés au quotidien dans les missions qu'ils peuvent accomplir. Thank you very much to you. Thank you very much.